mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h38 sur studiokalita.com, c'est effectivement l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, une revue que nous allons débuter par l'ensemble des sites d'information et certains quotidiens israéliens qui annoncent qu'un jeune Israélien a été assassiné au couteau hier soir dans la ville d'Arad, dans le Negev. La police estime que selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un attentat terroriste. On a appris ce matin qu'il s'agissait en fait d'un soldat de 18 ans dont l'identité n'a toujours pas été révélée. Cela s'est produit près du grand centre commercial d'Arad, à un endroit où les soldats se réunissent pour monter dans des autobus en route vers leurs unités. Le jeune garçon a été frappé de plusieurs coups de couteau. L'agresseur a réussi à s'enfuir. Les forces de sécurité sont à sa poursuite. Les témoins de l'attentat se sont précipités pour porter secours à la victime, mais celle-ci a succombé. Ce qui semble donc être un attentat a clôturé une journée de tension et d'échange de feu entre Tsahal et de djihad islamique. 3 semaines après la destruction par l'armée israélienne d'un de ses tunnels offensifs, le djihad islamique a apparemment décidé de se venger en tirant une dizaine de roquettes en direction de postes d'observation de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, mais Tsahal a très vite riposté en frappant la base du djihad où ces tirs de roquettes avaient été effectués, en touchant également une base du Hamas, parce que du côté israélien, on tient responsable le mouvement terroriste palestinien de tout regain de tension dans la région. Le Yediot Aharonot cite dans ce contexte l'analyse d'Alex Fishman, son spécialiste militaire, qui explique que Tsahal se doit de fixer un niveau très élevé de réactivité au moindre tir de roquette en direction du territoire israélien, et ce afin de dissuader les Palestiniens d'envisager la moindre attaque. Mais en même temps, l'armée qui ne veut pas d'escalade de la violence se doit d'être très prudente dans le choix de ses cibles et dans l'ampleur de sa réaction. Et ce n'est pas tout. Les quotidiens israéliens et les sites d'information indiquent que des émeutes se sont produites hier lors d'une excursion organisée par des habitants d'implantations juives de la région de Naplouse. Il s'agissait en fait d'une excursion offerte à une vingtaine de bar mitzvah et à leurs parents par le conseil régional de Samarie. Mais très vite, lorsque le groupe s'est promené dans la région de Kousra, près de Naplouse, il a été repéré par des Palestiniens qui ont lancé des pierres sur les jeunes adolescents. L'un des accompagnateur qui était armé s'est senti menacé. Il a ouvert le feu, blessant mortellement un Palestinien. Les jeunes Israéliens ont été alors contraints de se cacher dans une grotte voisine pour échapper à la colère des Palestiniens. Ils ont été protégés par les accompagnateurs qui ont alerté les forces de sécurité qui finalement les ont évacués sans trop de difficultés. Cette information fait d'ailleurs la une du Makor Rishon de ce matin qui parle carrément de tentative palestinien de lynchage de ces bar mitzvahs. Le Yediot Aharonot revient sur la moitié de sa première page ce matin sur ce qui est son sujet de prédilection, on va dire, les enquêtes contre Binyamin Netanyahou. Le journal révèle en effet révèle des extraits de l'interrogatoire du producteur Arnon Milchan, qui est censé être l'ami très proche de Binyamin Netanyahou. Devant les enquêteurs, Milchan aurait expliqué qu'il ne s'agissait pas vraiment de cadeau, mais en fait d'exigence. Un cadeau, on le reçoit, on ne l'exige pas. Tout cela m'a écœuré, a affirmé Arnon Milchan aux enquêteurs de la police. Et le journal affirme que le second milliardaire dont il est question dans cette affaire des dossiers 1000 concernant les cadeaux que le Premier ministre aurait reçus de certains amis milliardaires, le second milliardaire, l'Australien James Packer, a confirmé le témoignage de son ami Arnon Milchan. Les cadeaux n'étaient pas un acte amical, mais bel et bien une exigence, comme ils ont demandé, comme les Netanyahou ont demandé. Eh bien, j'ai accepté, a déclaré Packer. La collaboratrice des 2 milliardaires Hadass Klein a affirmé pour sa part que le Premier ministre l'appelait régulièrement pour lui demander des boîtes de cigares. Il me disait même quelle marque acheter. Et à la présidence du Conseil, on a réagi en repoussant ces affirmations et en qualifiant ces fuites de mensongères. Face à ces révélations, Nahum Barnea revient sur le vote en première lecture cette semaine de la loi des recommandations qui prive la police de publier ses recommandations dans des enquêtes comme celles dans lesquelles le Premier ministre est impliqué. Le Haaretz de ce matin rapporte des rumeurs persistantes selon lesquelles le président américain Donald Trump signera bel et bien le report officiel du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Cependant, Donald Trump pourrait, dans le cadre de la signature de ce document, annoncer en début de semaine prochaine sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui serait en soi un développement important. Une telle annonce viserait à dédommager les Israéliens pour le non-respect de cette fameuse promesse électorale de Donald Trump de déplacer l'ambassade.
l'ambassade des États-Unis en Israël. Mais comme on l'avait dit il y a 6 mois, le président Trump semble avoir compris que l'annonce d'un déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem provoquerait de très sérieux remous dans le monde arabe et aurait un effet désastreux sur une éventuelle relance du processus de paix qui, depuis 6 mois, se fait attendre. La chaîne 10 de la télévision israélienne a indiqué hier soir que des diplomates européens seraient, paraît-il, agacés par la présence annoncée du Premier ministre Netanyahou à un prochain sommet européen qui se tiendra à Bruxelles le 11 décembre prochain. Il s'agit d'un sommet des chefs de la diplomatie des pays européens. Ces diplomates reprochent à Netanyahou d'avoir manœuvré pour se faire inviter à ce sommet et ils affirment que Mahmoud Abbas recevra une invitation semblable lors d'un prochain sommet. Ils indiquent qu'ils saisiront l'occasion pour poser à M. Netanyahou des questions difficiles. Fin de citation. Quant au Maariv, il publie ce matin un éditorial de Yair Lapid, le patron de Yesh Atid, l'homme qui ne cache pas son intention de remplacer Netanyahou à la présidence du Conseil. Lapid, dans cet éditorial, constate que précisément dans le dossier iranien, qui est son dossier de prédilection, Netanyahou a échoué. Il n'est pas parvenu à empêcher l'accord de Vienne il y a 2 ans et il n'est pas parvenu à persuader les Russes de limiter la présence de Téhéran en Syrie au cours des derniers mois, et ce alors que la situation de l'Iran, elle, n'a jamais été aussi bonne sur le plan international. Dixit Yair Lapid, donc dans cet éditorial dans le Maariv. Et puis dans son supplément du Shabbat, le Yediot Aharonot ouvre ses colonnes à celle qu'il fut la présidente de la Cour suprême, Dorit Beinish. Dans une interview au journal, Beinish exprime son inquiétude pour l'avenir de la démocratie israélienne. Elle déplore la série de projets de loi déposés ces dernières semaines par les députés Likoud, David Bitan et David Amsalem, qui visent à clouer le bec à diverses institutions. Et surtout, elle déplore que ces projets de loi soient destinés à régler des problèmes personnels, sous-entendus ceux du Premier ministre Netanyahou, alors que d'ordinaire, affirme-t-elle, une loi doit refléter l'intérêt public. Dans son supplément du Shabbat, le Makor Rishon, qui est pourtant considéré comme un journal proche de la droite israélienne, explique que cette loi sur les recommandations de la police porte déjà atteinte à l'image du Likoud, et en particulier après que les deux Doudi, David Bitan et David Amselem, aient exclu le député Bedi Begin, véritable boussole morale et éthique du parti et fils de son fondateur Menachem Begin, parce que celui-ci refusait de cautionner une loi qui serait mise en application rétroactivement à propos du Premier ministre. Des enquêtes concernant Binyamin Netanyahou. Selon le Makor Rishon, ce type de loi risque même de remettre en cause la légitimité du pouvoir du Likoud. Restons dans le Makor Rishon. Il se fait l'écho ce matin de propos très intéressants tenus en aparté par le Premier ministre Netanyahou à propos du judaïsme américain. Pour le chef du gouvernement israélien, le judaïsme américain non orthodoxe est en train de s'assimiler. D'ici 1 ou 2 générations, il aura disparu purement et simplement. Netanyahou, qui semble préoccupé par ce problème, aurait souligné à plusieurs personnalités que le taux de natalité dans les familles juives non orthodoxes aux États-Unis était particulièrement bas, en particulier chez les familles du mouvement réformiste, et c'est ce qui, à moyen terme, devrait provoquer la disparition de cette mouvance en tant que mouvance juive. M. Netanyahou, et c'est là un autre point important, aurait affirmé à ses interlocuteurs que l'État d'Israël doit prendre ses dispositions pour prévenir une situation selon laquelle le judaïsme américain non orthodoxe s'effondrera et cessera d'être un soutien à l'État hébreu. Le Makor Rishon rappelle des enquêtes que nous avons déjà mentionnées sur Studio Kalita, en particulier grâce au docteur Dov Maimon, sur le fait que 80% des juifs non orthodoxes aux États-Unis se marient avec des non-juifs et que cela a un impact direct sur l'identité de leurs enfants qui le plus souvent ne se sentent pas obligatoirement juifs. Le Times of Israel, dans sa version en français, a interrogé ces derniers jours la ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Sofa Landver, à l'occasion de sa participation cette semaine au salon de l'Aliyah de France qui s'est tenu à Paris, mais aussi à Marseille et à Lyon. Dans cet entretien au Times of Israel, Madame Landver détaille une série de décisions récentes ou en cours, comme l'écrit le journaliste Olivier Echalotre, qu'il a interrogé, en faveur des professionnels de la santé qui ont décidé ou qui s'apprêtent à faire leur Aliyah de France. Dans cet entretien, Landver affirme que les budgets consacrés à l'Aliyah et à l'intégration des Olim de France ne baisseront pas en 2018. Elle a précisé que le dossier épineux des équivalences de diplômes médicaux sera prochainement réglé. Toutefois, la ministre a expliqué que l'État d'Israël n'avait pas les moyens de fournir aux Olim de France le même volume d'allocations qu'ils peuvent recevoir de la part des instances républicaines en France. Donc une interview intéressante de Sofa Landver dans la version en français
du Times of Israel. Et puis, nous approchons de la fin de ce survol de la presse israélienne de ce vendredi avec le Maariv qui a profité de la sortie du livre de l'ex-ambassadeur Avi Pazner, Haïti be Paris vegam be Roma, un livre en hébreu dont nous avons parlé la semaine dernière avec le principal intéressé, pour interroger Avi Pazner. Et le journal insiste sur certaines des révélations diplomatiques Avi Pazner fait dans son livre, comme par exemple l'entretien glacial auquel il a participé entre Binyamin Netanyahou et Jacques Chirac à l'Élysée, dans lequel Chirac avait lancé à Binyamin Netanyahou: je ne crois pas un seul mot de ce que vous me dites, vous êtes un menteur. Avi Pazner de raconter que Bibi Netanyahou a pâli, mais que quelques secondes plus tard, il s'est ressaisi et a continué à parler à Jacques Chirac comme si ce dernier ne l'avait pas atteint. Et pour clore cette revue de la presse, le Makor Rishon souligne en première page que le mois de novembre qui vient de se terminer a été l'un des plus secs de l'histoire de l'État d'Israël. Il fait état de dégâts que cette sécheresse pourrait causer aux arbres qui sont en bordure des rivières, en particulier dans le nord du pays. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale avec une chanson que je vous suggère d'écouter, qui est particulièrement émouvante, qui a été réalisée par la chorale Hallel, la chorale des femmes du Shomron, qui fait le buzz actuellement depuis 24 heures sur Facebook, et c'est Moda Ani, le fameux titre d'Omer Adam. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.